vient de l'USTHB. À vous la parole, Monsieur Sadiab. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde, bien sûr. D'abord, je voudrais remercier le professeur Swaleh de m'avoir invité et de m'avoir associé donc, à ce jury. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici à Béjaïa, surtout quand il s'agit donc d'examiner des thèses. Je tiens également à féliciter Monsieur Chawati pour la qualité et la clarté de l'exposé. D'ailleurs, ça m'a permis de comprendre un peu mieux le travail que vous avez réalisé. Donc, vous avez énormément de résultats. Chose que, au début, bon, quand j'ai lu votre thèse, j'ai eu des difficultés donc, à essayer de réunir un petit peu tout ce que vous avez fait. Mais là, donc, c'était vraiment clair. La première difficulté qu'on a eue quand on a examiné donc, la thèse, c'était peut-être au début quand vous avez pensé donc, à imprimer votre thèse. Donc peut-être vous voulez donc l'imprimer en couleur. Et par la suite, bien sûr, vous l'avez imprimé en noir et blanc, ce qui fait qu'il y a certaines figures qui ne sont pas claires. Il y a certaines figures que c'est carrément illisible. On ne peut pas les. D'ailleurs, pour expliquer donc ce que vous donnez comme interprétation, donc on n'arrive pas à le joindre à la figure. Donc ça, c'était la première difficulté pour nous. Voilà donc. Que le travail, rien à dire. Donc, c'est un travail d'actualité. Vous avez utilisé donc des techniques pointues. Vraiment, ça fait plaisir donc de lire ce genre de travaux. Juste une petite remarque quand vous avez commencé donc à donner donc les paramètres que vous avez utilisés pour faire vos caractérisations et les tests. Donc vous avez parlé donc d'un rapport SI sur AL qui est égal à 11. Chose que dans la thèse, vous l'avez fixé à 10. Ouais, c'était la première chose que ça m'a tapé. Donc, j'explique pourquoi c'est comme ça. Ou c'est 11, bon. C'est qu'à la base de l'échantillon commercial, c'était écrit 10. Oui. Le rapport SI sur AL. Quand on l'a caractérisé, on voit que c'était 11. Donc des fois je mets 11, des fois, mais en fait c'est la même chose, 10 ou 11, 10 ou 11 bien c'est sûr. pareil. Mais bien sûr, bon, il y a autre chose aussi, donc quand on parle d'un rapport, bon, c'est vrai que ça n'a pas d'importance, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas un petit peu ce domaine, donc il va se poser la question, est-ce que c'est un rapport molaire ou un rapport atomique? C'est vrai que je l'ai vu après, mais au début, quand vous avez commencé donc, à donner, vous n'avez pas précisé est-ce qu'il s'agit d'un rapport molaire ou atomique. Voilà. Bon, je vais commencer d'abord par la partie biographique. Donc c'est vrai qu'elle est bien structurée, claire, à l'exception bien sûr des images qui sont en noir et blanc. On va lui demander de faire un effort pour le document qu'il va remettre à l'administration. Bien sûr. En fait, justement, ce qui a été justement programmé, c'est-à-dire on aurait pu faire ça en couleur, mais malheureusement, c'est-à-dire on a remis le manuscrit donc, au centre de tirage et qu'ils nous ont fait justement en noir et blanc. Voilà, c'est bien ça. C'est bien de laisser à la bibliothèque un exemplaire en couleur. C'est jouable. À la page 22. Bon, à la page 22, donc vous avez mis une conclusion sur un paragraphe, donc sur un point. Moi, je pense qu'il vaut mieux enlever donc cette partie conclusion. Ça n'a pas d'intérêt. D'autant plus qu'on est dans la partie bibliographique. Et vous avez mis à la fin une conclusion. Maintenant, si pour chaque paragraphe, on va mettre une conclusion, donc on ne va pas s'en sortir. Donc il y a deux points. À la page 22, donc, vous avez mis une conclusion pour tout ce qui est partie... Oui, sur la partie qui précédait le... Partie modification de la porosité des zeolites. Donc vous avez mis une conclusion. La même chose à la page 37. Donc même remarque. Donc à la page 37, vous avez mis donc une conclusion sur la formation du coq. Et juste après, la page juste après, vous avez mis la conclusion sur la partie bibliographique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'utilité. Donc, en fait, c'est pour une sorte de résumé ou un récapitulatif de toute la partie. Mais on est dans la partie biographique, c'est-à-dire dans la partie biographique, donc on détaille un petit peu tous les travaux qui ont été réalisés dans ce sens, les techniques, etc. Ça ne veut pas dire que vous l'enlevez.
Vous pouvez enlever le mot conclusion. Oui, oui, j'ai Exactement. compris Et en vous fait. laissez Je laisse dans- le paragraphe tel quel. Sentence, en fait. Hein. C'est la sentence la bibliographique. Vous passez à la ligne, vous... Oui, oui, j'ai compris en fait. En fait, au départ. Voilà, donc là aussi j'ai trouvé aussi donc ce que vous avez mis au début concernant la liste des tableaux et des figures. Ça c'est une façon de procéder, mais pour quelqu'un, par exemple, maintenant si je vous pose la question, donc on va aller à la figure 7. Pour les pages, en fait, pour la pagination. Ouais, donc vous allez me poser la question, c'est quel chapitre, figure 7? Bon, à la limite, on peut rajouter un petit indice, on va mettre figure 5, 1, 5, 1. Donc c'est pour préciser, donc c'est des figures qui appartiennent à tel chapitre. Et même mon annexe, hein, on a des figures qui sont numérotées. Vous avez refait la numérotation des figures. Maintenant, si vous avez pris la même chose et vous continuez donc à la numérotation, Ah, mais vous, à chaque fois, vous refaites, à chaque fois, vous refaites donc, Ouais. la ce que je fais à numérotation des figures. Et là, donc, ça pose problème pour quelqu'un qui veut suivre un petit peu. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour toute la partie bibliographique. La même chose pour les références bibliographiques. Vous avez choisi donc de mettre pour chaque chapitre des références, il n'y a aucun problème. Mais pour le sommaire, pour chaque chapitre, vous avez donné donc un sommaire au début. Ensuite, vous avez refait la même chose pour chaque chapitre. Donc, bon, ça, c'est une façon de rédiger, mais c'est un travail qui a de la valeur. Ici, quelqu'un qui va prendre la thèse, il va dire qu'il est en train de faire le remplissage, donc il est en train de... Je partage votre point de vue sur la chose suivante. On aurait pu faire un sommaire qui est sur les grandes lignes. Et ensuite, à chaque chapitre, on peut développer. Bon, ça c'est... C'est ce que j'ai essayé de faire, je pense. Non, en général, on retrouve exactement la même Une chose. chose. Mais ça, c'est pas ça qui va... D'accord. Si vous pensez que c'est mieux. Ça, c'est sa façon de rédiger. Donc, Voilà. chacun... Ah, exactement. À la page 53. Donc, à la page 53, donc, quand vous avez détaillé un petit peu la préparation des éolites hiérarchisés, donc vous avez suivi un protocole, et à un moment donné, quand vous récupérez donc votre suspension, donc vous la mettez dans un ballon, dans un bain de glace. C'est pour arrêter la réaction de désilication, pour que ça refroidisse vite, pour que ça... Est-ce que ça va changer quelque chose si on le met, c'est juste le pour temps. se refroidir Si ça prend du temps pour se refroidir, la désilication va continuer. Si la température baisse pas rapidement. Donc on veut, dès que ça atteint 2 C'est heures, beaucoup plus pour bloquer la on désilication. arrête. Ouais. Donc pour ne pas continuer. À la page 56. Donc, quand vous avez étudié donc l'acidité de vos catalyseurs, donc par la méthode de désorption, à un moment donné, donc vous avez pré-traité vos échantillons sous air pendant 6 heures. Ensuite, vous avez refroidi. Ensuite, donc vous avez commencé donc à absorber l'ammoniac. Puis, oui. Maintenant, l'étape de pré-traitement sous air. Quel est l'intérêt donc de cette étape avant donc L'étape de pré-traitement sous air, c'est pour éliminer toutes les impuretés qui s'absorbent sur une zeolite. Pourquoi sous air? Dans ce cas-là, on aurait pris par exemple un gaz inerte et on fait donc un Ben, dégazage. c'est pour oxyder aussi. C'est pour oxyder. S'il y a un gaz inerte, ça ne s'oxyde pas. C'est inerte. Beaucoup plus pour oxyder, bien sûr. Ouais, mais par contre, il faut faire attention à ce que ça soit de l'air sec, sinon on risque de désaluminer. Donc de toute façon, la même chose pour la page 57. Donc là aussi, donc, vous avez utilisé des pastilles. Et donc, avant d'absorber la pyridine, Ouais. vous avez pré-traité toujours Ouais, sous air. ouais, Toujours sous air. Toujours. C'est le protocole standard. Ouais. Dans une Mais zeolite. est-ce que ça va changer quelque chose si, par exemple, au lieu d'utiliser l'air, donc vous remplacez l'air par un gaz On par un ne gaz sait pas inerte. quel type d'impureté il y a, ça dépend comment on a conservé. Est-ce qu'il y a un solvant autour, puisque ça absorbe trop une zéolite Ça veut donc- dire que là, vous avez utilisé l'air,
en même temps, pour éliminer et pour oxyder. Pour un petit peu purifier la surface en quelque sorte. À la page 60, donc le premier paragraphe, là vous avez parlé un petit peu donc, de limitation de certains phénomènes, comme la limitation diffusionnelle. Donc dans votre situation, comment on peut savoir que vous avez évité donc, ce phénomène-là quand vous faites votre manip? Parce que là vous avez parlé de limitation le choix de la taille des particules, donc c'est tamisé, donc c'est la granulométrie, donc c'est entre 0,2 et 0,4. Donc de sorte à ce qu'on évite déjà des limitations diffusionnelles. Est-ce que ce paramètre suffit justement? Est-ce que ça suffit uniquement donc de se référer par rapport à la taille des cristallites ou la taille des grains? Pardon, la taille des grains. Donc vous pouvez éviter donc toutes les pertes et les phénomènes de diffusion. En fait, c'est aussi le lit aussi, la longueur, le rapport entre la longueur et la largeur du lit, le tassement. Donc il faut regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il faut faire en sorte qu'on soit dans un régime diffusionnel, différentiel plutôt. Différentiel, oui. Et le réacteur que vous avez utilisé, c'était un réacteur en quartz ou en pyrex? Parce que là, vous n'avez pas précisé. C'est un réacteur en verre. C'est en verre? Ouais. Il peut résister jusqu'à 450. Vous avez travaillé à 400? Bon, soit en pyrex. Quoi? Oui, la qualité du réacteur. C'est du quartz. Il dit en verre, oui, réacteur en verre. À la page 81. Donc, quand vous avez réalisé donc, une caractérisation structurelle et texturale, donc vous avez déterminé la taille des cristallites et vous avez également déterminé la cristallinité de vos solides. Mais vous n'avez pas parlé sur la méthode qui vous permet de déterminer le taux de cristallinité de vos solides. Comment vous avez fait? C'est le rapport des aires. C'est les aires les plus diffractées, donc on compare par rapport à la zéolite mère. Vous l'avez cité dans... Oui, mais j'ai dit... Je suis en train de chercher comment on calcule le taux de cristallinité. Déduit du rapport des aires, des pics les plus diffractés, des zéolites modifiées par rapport à la zéolite mère. C'est le rapport des aires. Dans la partie expérimentale, vous avez mis des équations. C'est juste que j'ai mis un truc. Vous avez aussi, donc, vous avez parlé, toujours donc, à la page 81, donc toujours le tableau à la page 82. À la fin, vous avez donné, donc, je ne sais pas, est-ce que c'est une erreur ou ça se fait? Donc, vous avez parlé normalement c'est la distribution de la taille des mésopores estimée par la méthode BGH. Donc ça c'est la distribution de la taille des pores. Ouais. Ensuite, vous avez parlé donc de la distribution aussi de la taille des mésopores mesurée par microscopie électronique à transmission. On voit des petits trous, donc on peut à peu près estimer leur taille, c'est tout ce qui sont visibles par microscopie électronique à transmission, donc on a juste essayé de mesurer leur taille par rapport à l'échelle de la figure. C'est-à-dire la taille des pores, et non pas la taille des cristallites. Vous avez mesuré la taille des pores. Ouais. Là, on a essayé de voir au moins, si vous voyez, si on a à peu près la même taille, bon, c'est pas précis, mais c'est une estimation. À la page 83, donc là aussi vous avez donné des isothermes. Ouais. Donc les isothermes d'absorption. Vous avez parlé donc pour ce qui est les isothermes d'absorption, donc c'est de type 1. Mais pour les boucles d'hystérèse, vous n'avez rien dit. Vous avez juste parlé un petit peu de donc soit il s'agit donc des agglomérés, donc, mais vous n'avez pas déterminé la catégorie des boucles que vous avez obtenues. Est-ce que c'est de type H1 ou H2 ou H3? Donc quand on parle des boucles... c'est de type H3, de boucles d'hystérèse.
Donc normalement pour ce qui est donc les deux derniers catalyseurs, oui, c'est de type H3. Mais pour les premiers, c'était des boucles qui sont vraiment... Ouais, c'est des micropores. On n'a pas beaucoup de mésopores quand on a fait le traitement. C'est ça, donc pour les deux derniers, oui, vous avez obtenu donc, beaucoup plus de mésopores, mais pour ce qui est donc, par exemple, la mordinite ou la mordinite traitée, donc ça reste toujours... Ouais, ben il faut vraiment des conditions sévères pour arracher le silicium. Donc bon, pour la page 84, donc pour ce qui est des images, donc là on a vu que c'est beaucoup plus clair dans la présentation. Donc on va aller à la page 86. Donc la page 86 et la page 85. Donc les résultats que vous avez résumés dans le tableau 2. Et là vous avez donc la page 85, vous avez donné une interprétation donc, de vos résultats. Donc à un moment donné, donc lorsque vous avez parlé du rapport global et externe, vous avez dit que ce sont des rapports global et externe similaires pour tous les échantillons, sauf pour la mordinite 0485. Mais quand on voit le tableau, donc le rapport global et le rapport externe n'ont pas du tout la même évolution. C'est vrai que pour le rapport global, donc on peut parler donc d'un rapprochement de valeurs, donc ça tourne entre 9,8, bon, on parle entre 8,1 et 10,3, mais pour le rapport externe, d'ailleurs pour la mordinite traitée, vous n'avez pas de valeur, donc vous l'avez, mais entre 5,7 et 12,4, donc il y a une différence. Et donc on ne peut pas dire que les résultats sont similaires entre les deux. Hein? Entre le rapport global et le rapport externe. Hein? On ne peut pas dire que ce sont des résultats qui sont similaires. Hein? Pas dans le cas de la zéro, ouais. Il y a juste un cas où c'est pas similaire, c'est le. Bon, c'est la zéolite moyennement désilicée, là. On a 9 puis 15. Alors mais que même dans si les autres, c'est à peu même si près on pareil. enlève la mordinite 0,485, il y a toujours, vous avez celle qui est traitée donc à 0,2, à une concentration de 0,2 avec la solution alcaline, donc vous avez une valeur qui est faible. Hein, et donc ça tourne autour. Donc vous avez entre 8 et 15. Donc c'est des valeurs. Oui, c'est ça, oui. Donc ça veut dire qu'il faudrait. En fait, je parlais, c'était la même par rapport au rapport global. Et donc on enlève le rapport externe. Hein. Pour le rapport global, oui, mais pas pour le rapport externe. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour... Autre chose aussi, tout à l'heure vous avez parlé donc de la détermination de rapport global par la fluorescence X. Ouais. Et pour l'XPS, C'est pour l'externe. c'est pour l'externe. Pour la fluorescence X, bon, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas une technique de caractérisation superficielle? Ça ne permet pas de doser juste en surface. Comment vous avez... Donc c'est une poudre ou c'est une pastille? Non, je ne sais pas comment il a fait le technicien. C'est juste donner des échantillons. Ça donne le rapport assis sur elle de la charge globale. Bon, je ne sais pas. À ma connaissance, la fluorescence X, c'est une méthode de dosage, mais superficielle. Maintenant, si on la compare à l'ICP, on n'aura pas les mêmes résultats. D'ailleurs, vous n'avez pas les mêmes résultats entre l'ICP et la fluorescence X. Je ne sais pas, vous vérifiez, parce que je pense que la méthode de fluorescence X, c'est une méthode qui permet de doser. Donc, on peut aller jusqu'à une certaine profondeur, mais on ne peut pas atteindre la matrice. Hein. Donc, je pense, hein, mais il faut savoir que ce sont des techniques totalement différentes. On peut avoir, maintenant, s'il s'agit d'un matériau qui est homogène, oui, on peut avoir des résultats qui sont identiques. Mais si on en surface, c'est la même chose à l'intérieur, c'est différent, donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Ça dépend du type de matériau. D'ailleurs, même là, vous avez... par la fluorescence X. Donc pour le A, c'est à peu près 10.
Et pour l'ECP, qui est donc la D, donc ça c'est pour la détermination de la concentration du sodium. Hein. Bon. Ça reste juste une petite remarque. Est-ce que la fluorescence X est une méthode qui est superficielle ou elle peut doser tout le catalyseur? Donc là, il faut vérifier. Hein. Oui, on continue. Donc, à la page 110. Donc, à la page 110, vous avez parlé de la cinétique de formation du coq. Oui. Donc, bon, c'est vrai que la première figure, donc vous avez la formation initiale de coq qui est très rapide pour les deux. Mais ensuite, vous dites elle est plus rapide à haute pression qu'à une pression faible. Bon, c'est vrai qu'au départ, moi, je me posais la question, est-ce que c'est juste à une seule pression ou pour les deux? Quand vous parlez donc de la formation initiale de coq, est très rapide. Ouais. Elle est rapide sous les deux pressions. Mais elle est plus rapide à haute pression. Mais pour les deux, ça se fait quand même rapidement. Mais si on compare entre les deux, c'est vrai qu'elle est plus rapide. Mais du point de vue rapport, donc la vitesse, elle augmente par rapport à la pression faible. Oui, c'est dans les courbes de vitesse, on voit bien que c'est 2,6 pour un bar, alors que c'est 1 gramme par gramme de kata. 1 gramme de kata, donc oui. On le voit bien. À la page 112, porosité et acidité résiduelle. Est-ce qu'on parle plutôt d'acidité et de porosité résiduelle? Porosité, les deux. Les deux. Bah oui, il y a deux axes, oui, les deux. Donc pour les deux, vous êtes en train donc, de déterminer tout ce qui est résiduel, pour l'acidité résiduelle et porosité. Toujours donc à la page 112, vous avez dit que, donc, quelle que soit la pression, donc 2% en masse de coque est suffisant pour supprimer 60% du volume poreux. Donc vous avez parlé de 2%. Cette valeur-là, vous l'avez déterminée graphiquement. Oui. Bon, j'ai essayé de me mettre donc à 2%, mais on a le fichier Excel, donc on peut prendre les valeurs. Quand vous parlez donc de 60% par rapport au volume initial. Volume poreux, micro-poreux. Oui. Ouais. Non, par rapport à la figure 2. Donc vous avez, donc initialement, normalement, on a donc une valeur qui avoisine, si on prend pour la mordénite, donc à 0,25. Ouais. Donc 60% de 0,25, on ne retrouve pas donc, la valeur que vous avez donnée. Donc 60%. Donc à 2% à peu près, on a 0,1. Moi je pense. Hein. À revoir. De toutes les façons, même pour les autres figures, hein, j'ai trouvé des difficultés donc, à essayer de retrouver les valeurs parce qu'on n'arrive pas à différencier entre la mordénite donc, que vous avez testée à 0,1 atmosphère et la mordénite que vous avez testée à 1 atmosphère. Les figures sont petites, comme il l'a vraiment soulevé donc, le professeur Boira. À la limite, on aurait aimé donc, avoir des figures qui sont... Comme ça, on peut mieux voir. Voilà. C'est très difficile de retrouver les résultats, donc ils sont... Pour apprécier un peu. À la page 139. La même chose, hein. La même chose pour la figure 2. J'arrive pas à retrouver donc, donc vous avez interprété, donc vous avez parlé un petit peu des résultats que vous avez obtenus, mais
si j'essaie de les retrouver dans la figure 2, j'arrive pas. Oui. Et c'est ça le problème, c'est quand on a, voilà, donc s'il y a À la page 139, hein, la page 139. Vous avez des traits, vous avez des... Il n'y a que des traits, il y a que des traits, on ne peut pas savoir celle de Là, la c'est mort parce qu'à la base, elle est en couleur cette figure, c'est pour ça. Vous avez une thèse en couleur. Ouais. C'est pour ça en fait, la figure elle est en couleur, donc c'est pour ça. Non, pas pour moi, elle est en noir et blanc, mais quand je sais que elle est en couleur la figure. Donc à la page, toujours la même page, le tableau, donc il y a juste une petite... vous allez rectifier une petite erreur. Donc pour le dernier catalyseur, ce n'est pas 0,285, c'est 0,485. La mordénite, la dernière colonne. Hein. T'es à quelle page? La page toujours, la page 139. 139. Donc la dernière colonne du tableau 1. Ouais, c'est 0,485. 0,4. Donc là aussi, bon, c'est vrai que vous essayez toujours de relier vos résultats, surtout par rapport à la vitesse, vous la reliez donc au facteur HF. Mais on peut aussi trouver donc quelques résultats qui sont intéressants, qu'on peut améliorer, qu'on peut donc essayer de chercher donc la cause. Donc par exemple, hein, quand vous avez dit que pour un temps qui est inférieur à 0,1, il n'y a aucune corrélation avec le facteur HF, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Mais par contre, quand donc on passe à des durées de réaction beaucoup plus importantes, donc c'est là où on peut voir qu'il y a une corrélation. Mais par contre, si j'essaie de comparer un petit peu ce que vous avez fait comme traitement, vous avez donc réalisé un traitement basique, ensuite un traitement acide, si on compare par rapport à la référence qui est la mordénite, on trouve quand même qu'il y a des résultats qui sont intéressants, qu'on peut les améliorer. Par exemple, hein, pour la vitesse initiale de la mordénite, donc elle est donc de 2723. Et le traitement basique, donc le traitement alcalin, donc, a permis de baisser la vitesse de formation de coque. Donc elle est passée de 2700 jusqu'à 2695, ensuite jusqu'à 2225. C'est vrai qu'après, donc il y a eu un problème, c'est-à-dire il y a... En fait, on peut même expliquer ça, c'est dû à la diminution de l'acidité, puisque l'activité initiale de coquage est toujours reliée à la densité des sites acides. Donc c'est là où on peut chercher aussi, donc, puisque le traitement alcalin donc, a amélioré un petit peu, c'est-à-dire elle a diminué la formation du coq, mais ensuite il y a eu une désactivation. Pourquoi? Donc il faut chercher donc la cause exactement. C'est vrai que les sites basiques donc, vont disparaître avec le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen donc d'essayer à chaque fois de trouver un moyen de régénérer ces sites? Vous savez que le traitement basique, il donne des résultats, mais la désactivation, elle est rapide. Voilà. Donc la même chose ensuite quand on fait un traitement acide, donc il va y avoir donc une augmentation de la vitesse de formation du coq. Ouais. Ça veut dire que à des faibles, donc à T inférieur à 0,1, c'est vrai, le traitement basique, il diminue des pots de coque. Mais le traitement acide, il l'améliore, mais ensuite, au fur et à mesure que la réaction avance, donc on a un phénomène inverse. C'est beaucoup plus le traitement acide qui va limiter un petit peu le dépôt de coque. Je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que les variations, elles ne sont pas très très marquantes. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas parler de ça, puisqu'il y a des variations, mais elles ne sont pas très très distinguées. Donc on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est limite de précision ou c'est vraiment un phénomène. Donc. D'accord. La même chose hein, à la page... à la page 140. Là aussi, donc, vous avez à la fin du paragraphe, donc vous avez... sur la mordénite, donc une teneur de 5% est suffisante pour boucher totalement les micropores. Donc au départ, là où j'ai soulevé le problème à 2%, vous avez 60%, donc toujours la mordénite, hein, à 2%, il y a eu 60% donc de pores qui ont été complètement fermés, bouchés. Ensuite, donc à 5%, elle est totalement bouchée. Mais par contre, toujours dans les figures, j'arrive pas à voir le 5%, moi je me dis peut-être que c'est pas 5%, c'est 10%. Donc parce que j'arrive pas à voir. C'est 5%. C'est vrai que c'est pas clair, mais. Parce qu'il y a une superposition des allures qui fait qu'on n'arrive pas à voir exactement. Il y a la dimension des figures. C'est la dimension. Parce que je suppose que c'est numérisé si on agrandit. Oui. Toujours à la même page. Hein. Donc, quand vous avez parlé, juste avant les figures, hein,
Donc, quand vous avez parlé donc, de la distribution des micropores et le volume, donc vous avez dit le volume mésoporeux intracristallin généré par le traitement. Vous parlez de quel traitement? Les deux traitements? Le traitement de désilication. C'est la désilication qui génère les mésopores. Le traitement alcalin. Ouais. Donc, si vous la précisez un petit peu. Alcalin. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc, à la page 141, donc, toujours juste après la figure, je pense que c'est le même protocole que vous avez utilisé dans le chapitre précédent. C'est ça? Pour l'acidité résiduelle, vous avez expliqué un petit peu, c'est le même protocole. Pour pré-traiter les catalyseurs? Oui. Non. Les coquilles sont pré-traitées d'une manière différente. C'est sous azote. C'est sous vide. C'est sous vide. Et en plus, on n'élève pas trop la température, on se limite à 150 degrés, sinon on oxyde le coque. Donc c'est sous vide. Donc le pré-traitement des catalyseurs coquets et frais, c'est pas la même chose. D'accord. À la page 146, donc là, juste une petite erreur concernant donc vous avez inversé les figures. Hein. Donc à la page 147, vous avez mis. Attendez. À la page 147, vous avez mis la figure 7, mais à la page 146, vous avez la figure 8. Juste avant. Donc la figure 146, c'est la figure 8 que vous avez mis. Ensuite, normalement, vous devrez corriger un petit peu. Donc ramener la figure 7 avant la figure 8. Ouais. En fait, c'est le saut de page qui a fait ça. Ouais. Il y a juste concernant donc l'annexe. Donc j'ai juste une petite remarque concernant l'annexe. Vous avez mis des figures et des tableaux qui ne sont pas mentionnés dans la thèse. Où on peut les mettre dans tout ça. Donc de la page 60. On a cité quelques-uns. De la page 69 jusqu'à la page. Il y avait les deux dernières pages qui ont été donc mentionnées dans votre thèse, mais les autres vous les avez rajoutées. Mais quel est l'intérêt de tout ce que vous avez mis en annexe, hein? Maintenant, si vous pouvez les dépasser, les mettre, par exemple, quand vous avez parlé du complément bibliographique, pourquoi ne pas les rajouter dans la partie bibliographique? Maintenant, s'il y a des figures qui sont reliées donc à une partie bien précise, vous les ramenez. Bah, c'est des résultats supplémentaires. Oui, c'est des résultats. Donc, soit il faut l'introduire dans la thèse, soit il faut rajouter donc un truc qui nous ramène vers les annexes. Parce qu'il n'y a rien qui nous... C'est pas tellement... En fait, c'est des caractérisations en plus pour la plupart. Ouais, dans la partie concernée. Peut-être c'est pour diminuer un peu la lecture, c'est tout. Bon, j'ai une dernière question concernant tout simplement donc, le travail que vous avez réalisé donc, à deux pressions différentes, donc à 0,1 et à 1. Donc vous avez dit que quand vous avez donc, une faible pression, beaucoup plus pour le propène, c'est là où la désactivation elle est beaucoup plus importante et le coque est beaucoup plus important, c'est ça? Par rapport à la pression qui est égale à 1. Si on parle de cinétique, non, c'est à 1 bar que ça se forme plus vite et que ça se désactive plus vite. Mais par contre, à 0,1 bar, c'est là où c'est différent, c'est la croissance. Le coque il devient plus lourd à basse pression. On a plus d'insolubles. Et quand vous avez travaillé donc, à une faible pression, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on peut penser par exemple, pour voir tout simplement ce qu'il peut y avoir une désactivation beaucoup plus rapide ou non, si à cette faible pression, on va lui rajouter donc, un autre gaz, un gaz inerte, pour ramener donc, la pression totale à 1. Et on fait la réaction dans ces conditions. Est-ce qu'il peut y avoir un changement? Oui. Hein? Ça, c'est en statique. C'est pas en dynamique. On est en statique. En microbalance, c'est en statique, on n'est pas en dynamique. C'est pour ça qu'on a mis pour perspective d'essayer de faire tout ça en dynamique. C'est ce que vous avez mis en perspective. Oui. D'accord. Parce que c'est en statique, on met une pression, donc ça coque et on suit la prise de masse. Très bien. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je réitère encore mes félicitations.
franchement, donc c'est un travail qui est très intéressant. Donc, vous avez utilisé des techniques pointues. Vous, d'ailleurs, quand vous présentez donc, vos résultats, on voit clairement que vous maîtrisez votre travail. Vous êtes là, donc à chaque fois quand on essaie d'aller donc, vers un point bien précis, donc vous êtes là pour justement ce que vous avez fait très bien, ce que vous avez fait comme travail. Donc, je vous félicite encore une fois et je vous souhaite donc bonne continuation pour la suite, surtout pour l'habilitation. Et je passe la parole à M. le Président.